avoir un sujet beaucoup plus étroit que ce qui a été présenté. Je vais pas faire de synthèse, je vais vraiment faire un focus sur des trucs particuliers. Et en fait, quand on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de ce séminaire, je me suis dit que la question des prix et de l'évaluation des pratiques, c'était quelque chose d'important parce que le multicritère, c'est beaucoup fait pour comparer des pratiques de production agricole. Et en fait, quand je regardais la manière dont étaient choisis les prix pour faire les calculs de comparaison de pratiques, des fois, rien que de voir le prix qui a été choisi, je connaissais déjà le résultat. Et en fait, l'idée, c'est que les comparaisons de pratiques de production agricole sont très très sensibles au prix qu'on choisit, que ce soit pour les intrants ou pour les produits. Et étant donné la variabilité actuelle des productions, voire des intrants, par exemple comme les engrais, eh ben, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. D'accord ? Et de la même manière, les prix des produits agricoles, les prix des intrants n'évoluent pas du tout de la même manière selon les mêmes déterminants, et du coup là il va falloir faire un petit peu attention. Ensuite, la question des prix, c'était quelque chose d'intéressant aussi, toujours en liaison avec cette question de variabilité, c'est comment on essaie de prendre en compte la variabilité des prix et les variabilités de revenus qui sont induites par cette variabilité des prix quand on calcule les indicateurs de performance économique. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'ici, il n'y a pas vraiment de solution miracle. La question, c'est qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'agriculteur, savoir s'il préfère avoir tel ou tel type de revenu en fonction de la distribution. Est-ce qu'il est plutôt joueur? Est-ce qu'il est prêt à prendre des risques pour aller chercher vraiment des très hauts revenus de temps en temps? Ou est-ce qu'il est plutôt prudent et dit bah non, moi je veux pas avoir de pertes? Et en fait, ça peut également dépendre de la santé, de la situation financière. Un jeune qui vient de s'installer, bah, il ne peut pas forcément se prendre trop de risques en disant si je prends 3 cartons de suite, c'est fini. Voilà. Donc c'était un petit peu la question qui reste. Alors comment je vais m'y prendre pour faire ça? Je vais d'abord, on va regarder ensemble les prix. Alors, à la fois le prix des produits et le prix des intrants, sachant que moi je vais travailler essentiellement en grande culture, je ne vais pas travailler en élevage. Et je vais vous montrer qu'en fait les comportements des prix sont très très différents en fonction des intrants et des produits. Et on va regarder quelle influence ça va avoir sur la manière dont on va choisir justement sur quel type d'indicateur on va travailler. Et ensuite je vais vous illustrer un point qui est très très important, c'est la sensibilité des marges au prix des produits et des intrants. Et je vais vous montrer que les comparaisons de pratiques en termes de performance économique dépendent vraiment très très fortement de ça. En gros, dans certains régimes de prix, il y a une pratique qui va gagner, dans d'autres régimes de prix, c'est l'autre pratique qui va gagner. Et du coup, ça c'est très important à rendre compte, et en particulier lorsque les prix varient. D'accord ? Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est analyser le rôle des prix dans les calculs de marge. Moi, je vais travailler sur les marges, parce que les marges, en gros, c'est ce qui va donner des indicateurs de ce que va gagner l'agriculteur. Et l'idée de comparer des marges, c'est intéressant parce qu'en gros, je pense que l'agriculteur va choisir la pratique qui va lui rapporter le plus de revenus, donc celle qui va lui procurer le plus de marge. Et ce qu'on va faire ici, c'est on va décortiquer une marge. On va décortiquer une marge et voir de où, surtout des différences de marge, et on va essayer de voir de où viennent ces différences de marge. On va faire ça dans le cas ici de l'introduction d'un poids protéagineux dans une rotation, parce que c'est un exemple assez intéressant. Vous allez voir qu'ici, à partir d'un seul indicateur, on va produire plein de critères. Donc en gros, on va faire de l'analyse multicritère à partir d'un seul indicateur. Et ensuite, alors moi, je n'ai pas du tout une optique de conseil à l'agriculteur. En fait, dans mon boulot, moi je travaille essentiellement en tant qu'aide à la décision publique. Les modèles que je fais, c'est des aides, c'est des modèles de simulation qui vont être utilisés ensuite par des décideurs publics. Et du coup, c'est un petit peu la manière dont moi je travaille, ça va transparaître cette question-là par rapport à ça. Et ce que je veux vous montrer aussi, c'est que des petits indicateurs économiques pas très compliqués comme les marges, ça peut être très simple à utiliser en matière de simulation, justement, pour essayer d'étudier la sensibilité des résultats, à des prix, à des rendements. Et en fait, ces calculs-là sont très très simples. Et en plus, ils peuvent être potentiellement très très instructifs sur la manière dont se construisent les marges. Alors ici, on peut regarder, là on a le prix des grains. Alors c'est les 4 grains sur lesquels je vais travailler, blé, orge, colza et pois. Et ce qu'on voit, alors la première chose qu'on constate, c'est qu'ils sont très variables d'une année sur l'autre, en particulier depuis 2007. D'accord ? Il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'ils sont quasiment imprédictibles d'une année sur l'autre. En tout cas, quand on se projette à une année, parce que ça dépend énormément de choses, ça dépend en gros des résultats de récolte des principaux exportateurs, ça dépend des grosses exportations de maïs et de soja, parce qu'en fait, ces prix-là, et deuxième chose qu'on voit, c'est que ces prix-là évoluent en parallèle. En gros, les grosses tendances évoluent en parallèle, et en fait, parce que les prix de ces produits-là sont guidés grosso modo par le marché du maïs et du soja.
dans ces questions. Alors, un autre point qui est important à noter pour analyser les résultats dans la suite, ce qu'on peut remarquer, c'est l'évolution du prix du pois protéagineux. Vous voyez, il était très parallèle jusqu'en 2013 aux autres produits, en particulier au blé. Et là, il a tendance à décrocher par rapport aux autres, alors que tous les autres grains ont tendance à plonger à partir de 2013. Le pois a tendance à se maintenir un petit peu. On verra que pour certains calculs, ça va jouer de manière assez importante. Ensuite, on peut regarder un autre truc aussi, quand on regarde le prix des engrais. Alors les engrais, que ce soit l'azote, PK ou NPK, c'est des prix qui sont très très variables pour les agriculteurs. D'accord. Et ça va vite. Hein. Par exemple, entre 2007 et 2009, ça a plus que doublé en PK. Et du coup, ça, il faut essayer également d'en tenir compte, justement, quand on compare des pratiques plus ou moins gourmandes en engrais. Et là, pareil, quand on va travailler sur des indicateurs, ça ne sert à rien de choisir un prix de l'engrais pour une année donnée, parce que ce n'est pas très représentatif. Et du coup, là, quand on calcule les indicateurs, de ce point de vue-là, des indicateurs de marge, en fait, il faut considérer l'ensemble. Et considérer l'ensemble, ce n'est pas forcément calculer la moyenne, de se centrer que sur la moyenne, c'est regarder en fait tout ce qui se passe en fonction de toutes les configurations de prix possibles. Donc regarder des séries, faire des histogrammes et tout ça. Ensuite, on peut regarder le coût des machines, le prix des machines et le coût de leur entretien. Là, c'est des évolutions un petit peu plus classiques, c'est des évolutions qui augmentent au cours du temps. Alors ici, c'est des données nominales, je n'ai pas corrigé de l'inflation sur ces trucs-là, et ça, c'est un truc un petit... Et là, ce qu'on voit, par exemple, si on travaille sur, si on veut rentrer des coûts de matériel ou des coûts d'entretien et tout ça, en gros, faire des moyennes sur une longue période, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le sens où il faut se placer à la période où on veut, parce que si on fait la moyenne sur une longue période, on va comparer des prix bas il y a longtemps à des prix hauts il y a longtemps, alors que là, la tendance, elle est claire. Donc s'il y a une tendance, il faut clairement l'identifier et l'utiliser. Alors, on a un petit peu le même type de comportement sur le prix des semences. Alors, un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est le prix des phytos. Le prix des phytos, ça, c'est les indices de prix des phytos en nominal, c'est-à-dire qu'il n'a pas bougé depuis pendant 10 ans. Et en fait, si vous regardez les 20 ans d'avant, c'est quasiment la même chose. D'accord ? Ça veut dire qu'en termes réels, le prix des phytos a baissé. Parce qu'en fait, vu qu'il est resté en nominal constant, si on corrige l'inflation, en fait, le prix réel a tendance à diminuer. Et ça va jouer aussi quand on compare des pratiques plus ou moins économes en pesticides. Alors, ce que je vais faire ici, c'est pour vous montrer la sensibilité des marges, des comparaisons de marges de différentes pratiques en fonction des prix. Je vais prendre l'exemple le plus simple, le plus classique. Je vais regarder deux pratiques de production du blé tendre. Des pratiques de type haut rendement qui sont assez proches des pratiques conventionnelles, où en fait on cherche un rendement assez proche du potentiel de la parcelle, quitte à utiliser beaucoup d'engrais, beaucoup de phyto, pas mal de semences. Et ensuite, ce qu'on peut regarder, et on va comparer ça avec les pratiques dites bas intrants, en fait c'est plutôt des pratiques blérutiques bas intrants, où là l'idée c'est d'essayer de réduire l'utilisation des intrants chimiques en essayant de taper des rendements un petit peu moins élevés. En tapant des rendements un petit peu moins élevés, en fait, on a tendance à diminuer on diminue forcément les besoins d'engrais parce qu'on cherche des potentiels moins élevés, mais même en même temps en utilisant des densités de semis moins importantes et tout ça. On réduit aussi les pressions phyto, et du coup, ce qui permet de réduire l'utilisation des pesticides. En fait, ces pratiques-là, en premier lieu, sont faites pour essayer de réduire l'utilisation des pesticides. D'accord ? Donc en fait, ce qui est important dans les comparaisons de performance économique de ces deux pratiques-là, c'est que étant donné qu'en bas intrants, on diminue les charges, on va gagner forcément sur les charges, mais vu que pour diminuer les charges, on diminue un petit peu le rendement qu'on cherche à obtenir, et bien forcément, on va perdre aussi en revenu brut. D'accord ? On va perdre du côté du revenu. Et la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer en bas intrants ? Eh bien, ça dépend essentiellement des rapports de prix. Ça dépend du rapport de prix du blé sur le rapport de prix des intrants. D'accord ? Et du coup, vu que ça dépend essentiellement du rapport de prix, ben ça va être très très sensible au prix des intrants et au prix de la culture, surtout au prix de la culture. Donc ici, sur ce graphe-là, ce que j'ai fait, j'ai calculé les marges semi-nettes, donc c'est les marges où c'est le produit brut moins les charges opérationnelles, moins les coûts de main-d'œuvre, moins les coûts de méca. Bon, ici, sachant que pour toutes les pratiques que je vais considérer, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de méca, c'est pas très décisif parce que c'est assez similaire d'une pratique à l'autre. Donc ici, la courbe en bleu, c'est la courbe en rendement. Donc vous voyez, et la courbe en vert, sur le premier graphe, c'est la courbe pour les bas intrants. Première chose qu'on voit, c'est les marges
du blé, ça dépend énormément du prix du blé. D'accord? Parce que si on est sur des niveaux de rendement donnés, ben, si le prix du blé, qui peut doubler d'une année sur l'autre, ben, double, et ben, la marge va quasiment doubler, grosso modo. C'est un petit peu ça l'idée. Et l'idée, si on veut comparer les deux marges, les deux performances, les performances économiques des deux marges, en fait, il faut comparer la courbe bleue par rapport à la courbe verte. Et en fait, ici, ce que j'ai fait, la différence, c'est la différence entre les marges bas intrants versus les marges au rendement. D'accord? C'est la courbe en rouge. Et vu que la courbe en rouge, ben, elle n'est pas très lisible sur le premier graphe, j'ai fait un focus sur le deuxième graphe qui est à côté. Donc là, je vous rappelle, la courbe rouge, c'est la différence des marges en bas intrants avec la différence des marges en haut rendement. Parce qu'on constate direct, et là, il y a le point zéro. Donc en gros, si la courbe rouge est au-dessus du zéro, c'est que c'est les bas intrants qui gagnent. Si c'est en dessous du zéro, c'est que c'est le haut rendement qui gagne. Et là, un truc qui est clair, à la vue de ce graphe-là, c'est que si les prix du blé sont élevés, ben, vaut mieux faire du haut rendement. Et si les prix du blé est bas, vaut mieux faire du bas intrant. C'est un peu du calcul technico-économique de base, quoi. Alors, ouais, alors du coup, mais vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Alors là, l'idée ici, c'est le point de bascule entre les deux, hein, le point d'équivalence, le seuil de rentabilité des bas intrants, c'est à peu près 135 € la tonne. Sur cette tonne. Alors ce qu'on peut faire pour évaluer la question et regarder ce qui se passe. Alors, ici, juste par rapport à la question. Donc là, on sait, si les prix sont hauts, c'est favorable au rendement, si les prix sont bas, c'est favorable à un bas intrant. Par contre, un autre truc qui est intéressant, c'est que choisir des bas intrants, par exemple, ça empêche d'aller chercher des gros gains lorsque les prix sont très très élevés, comme ce qu'il a pu se passer en 2013-2012. Et ça peut chagriner un agriculteur en disant, si j'étais allé chercher la tonne supplémentaire, eh ben, la tonne à 240 €, ça fait 240 € en plus. Alors le truc, par contre, en bas intrants, si les prix sont très très bas, là, on est sûr, là, on peut limiter la casse. C'est un petit peu l'avantage d'être en bas intrant, vu qu'on n'investit pas beaucoup, en particulier en charge opérationnelle. Si le prix du blé est vraiment très bas, eh ben, on a tendance à un petit peu limiter la casse. Et du coup, ça, c'est ce qu'en économie, on appelle le risque de downside. Alors, je n'ai pas la traduction en français. C'est en gros regarder ce qui se passe lorsque le revenu est bas. Et en fait, ça, c'est ça peut être un des avantages des pratiques bas intrants, c'est de limiter la casse lorsque le prix du blé est relativement bas. Alors ici, du coup, ça nous ramène à une question, c'est comment on essaie de rendre compte de l'effet de la variabilité des prix sur la variabilité du revenu des agriculteurs. Les économistes ont vachement étudié ça, ont introduit les notions d'aversion face au risque et tout ça. Le problème, c'est que ce n'est pas très opérationnel pour la production d'indicateurs, par exemple, qui seraient utiles dans une analyse multicritère, parce qu'en fait, c'est des évaluations proposées par les économistes dépendent de ce que les économistes appellent l'attitude face au risque des agriculteurs, qui est potentiellement très très hétérogène. Les agriculteurs qui sont plutôt joueurs, qui sont plutôt prudents, et du coup, il n'y a pas le seul moyen de vraiment calculer, le seul vraiment moyen de caractériser la variabilité sur les revenus induits par les prix, ben, c'est de caractériser la distribution des revenus telle qu'elle a été induite par la variabilité des prix, il n'y a pas trop de choix. Donc là, l'idée, c'est de regarder les moyennes, les variances, et surtout la partie downside, la partie qui concerne les probabilités d'avoir des revenus faibles, d'accord, voire des revenus négatifs pour certains. Donc là, par exemple, la probabilité d'avoir un revenu négatif, ça peut être quelque chose qui est relativement intéressant. Alors maintenant, si on veut regarder l'effet de la variabilité des prix sur la variabilité des comparaisons de marge, ben ici, ce que j'ai fait, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai repris toute la série de prix de 2007 à 2017, j'ai calculé les marges de 2007 à 2017 et j'ai fait les comparaisons. Donc la courbe en vert, c'est le bas intrant, la courbe en bleu, c'est la courbe au rendement, et ce qu'on voit là, on voit que la courbe en vert est toujours à l'intérieur de la courbe en bleu. C'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'aller chercher des hauts rendements, des hauts grosses marges, par exemple, comme en 2012, elle est un petit peu en dessous. D'accord ? La courbe en bleu est toujours au-dessus. Par contre, regardez comme en 2009, la courbe en bleu plonge un petit peu plus que la courbe verte. D'accord ? Alors, quand on voit sur les niveaux de marge globale, on voit qu'il n'y a pas de grosse différence. Par contre, quand on regarde les différences de marge entre elles, par exemple, en 2009, si on était en bas intrant plutôt que d'utiliser des pratiques au rendement, on sauvait grosso modo 42 €. D'accord ? Alors ça, c'est lié au fait que le prix du blé était très bas, mais c'est aussi lié au fait que cette année-là, le prix de l'engrais était très très haut.
d'accord, 2009 et tout ça, c'était le prix du blé qui était trop. Par contre, si on se place en 2012, eh ben, si on avait choisi le bas intrant plutôt que le haut rendement, eh ben, on perdait 42 euros. Parce que justement, le fait d'être en bas intrant, le fait de ne pas avoir pris de ne pas aller chercher la tonne un petit peu supplémentaire, nous amenait à perdre de l'argent. Alors ce qu'on constate aussi, et ça c'est important par rapport à la suite, c'est que, regardez, sur l'ensemble de la période, ben, ça monte et ça descend, quoi. C'est que tantôt c'est en faveur des bas intrants, tantôt c'est en faveur des hauts rendements, d'accord. Et un truc, juste pour vous dire l'importance de choisir les prix, dans le rapport Ecofito d'où j'ai tiré toutes les références ici, en fait toutes les évaluations ont été faites à prix 2006. D'accord. Et du coup, clairement, quand on voit ce type de choix de prix, on a déjà une intuition de ce qui va se passer en termes de résultats. Donc, si on doit faire des évaluations plus approfondies, il vaut mieux le faire avec différents niveaux de prix, voire même faire des variations de prix purement théoriques, purement exogènes, pour montrer justement la sensibilité des résultats au prix. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, alors ça c'est moi ce que je fais, ce que je travaille quand je fais l'évaluation de politique publique, quand on travaille pour l'Union européenne ou les ministères, on peut faire des simulations. Et ici, ce que j'ai fait sur ces graphes-là, j'ai simulé l'effet d'une hausse du prix des intrants. Engrais, enfin la chimie, ici entrait en engrais et phyto. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu qu'on augmente le prix des charges, on diminue les marges. Donc vous voyez là les deux courbes, la bleue et la verte, elles descendent. Mais vu que en bas intrant, il y a moins de charges de chimie, et ben en fait la marge du bas intrant va diminuer moins que la marge du haut rendement. Et c'est ce qu'on voit, c'est que la courbe rouge, en fait, qui reflète la différence entre marge bas intrant et marge haut rendement, a tendance à remonter. C'est-à-dire qu'en gros, si on augmente le prix des intrants chimiques, on va favoriser les pratiques bas intrants, ce qui est un peu logique parce qu'il y a moins de poids de la chimie dans ces pratiques-là. Et ce qu'on constate ici, c'est que si on fait ça, et ça peut être aussi un objectif de politique si on veut faire passer des pratiques économes en intrants chimiques, c'est que le plafond de rentabilité pour les pratiques bas intrants, plutôt que d'être 135 euros, c'est 166 euros. Donc là, c'est des petits exercices de simulation qui sont rigolos à mettre en œuvre pour voir ce qui se passe. Et si on avait fait ça, alors par contre, si on avait fait ça, donc là ici j'ai augmenté de 33% le prix des engrais, donc ça c'est possible, augmenter 33% le prix des engrais étant donné la variabilité du prix du pétrole et du gaz, c'est possible. Par contre, augmenter 33% le prix des pesticides, c'est un petit peu plus compliqué, parce que d'avoir des tracteurs jaunes dans les rues. Mais par contre, l'effet sur les comparaisons de rentabilité économique des pratiques de production du blé, là elles sont claires sur le fait que ça favorise clairement les pratiques bas intrants. Et en fait, à ce prix-là, le bas intrant est quasiment toujours plus rentable que le haut rendement. En sachant que c'est quand même des références assez anciennes, des références de 2009. Alors, une autre manière d'utiliser de ce calcul économique, alors là, ce qu'on a fait essentiellement du constat et un petit peu de simulation en termes de comparaison de pratique. Là, ce qu'on va faire de la comparaison de pratique. Là, c'est sur des systèmes de culture, pas sur des itinéraires techniques. On va regarder on va essayer de calculer la valeur d'introduction, enfin le bénéfice lié à l'introduction d'un poids protéagineux dans une rotation céréalière classique. Donc ici, la rotation de base qu'on considère, c'est colza, blé, blé, orge. Et on va mettre un point entre les deux. Donc ici, pareil, les références de base sont les références que j'ai tirées d'Ecofito et R&D en 2009 pour une zone à potentiel moyen faible. J'ai pris des ITK plutôt au rendement. Bon, pour les prix, j'ai pris les moyennes. Donc 2007-2017 pour les cultures et pour les engrais, j'ai pris la fin et pour les engrais aussi, pour la fin de période, j'ai pris pour les zones intrants, j'ai pris la fin de période. Alors par contre, c'est pas des données constatées de différents, c'est pas des données issues de constats de ce qui s'est passé avec ces deux systèmes de culture. J'ai reconstruit en fait l'effet d'introduction d'un poids dans une culture à partir de ce que j'ai récupéré, soit dans des articles de revues scientifiques, soit dans des articles de vulgarisation qui ont été produits par Thierry Novia, Arvalis
et l'INRA. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça, parce que de toute façon, j'ai pas eu trop le choix. Donc il faut faire un petit peu attention, c'est surtout des calculs théoriques qui sont nourris d'expériences qui sont quand même disponibles par rapport à ces questions. Donc en fait, ici, c'est le tableau de base que je vais utiliser. Donc ici, je commence mon colza, je connais son rendement. Ici, j'ai le prix moyen sur la 2007-2017. On regarde nos produits bruts, j'ai les coûts des pesticides, coûts des engrais. J'ai la même solde pour le blé qui suit le colza, et ensuite j'ai un blé qui suit le blé, et ensuite j'ai l'orge. D'accord ? Est-ce que dans la dernière colonne, c'est avec la colonne qui va nous intéresser le plus, c'est la colonne rotation. Ici, ce que je fais, c'est que je calcule tous ces indicateurs-là en moyenne sur la durée de la rotation. D'accord ? Donc en gros, je somme par exemple pour les produits bruts, je somme tous les produits bruts sur les 4 ans, je divise par 4. D'accord ? Et je fais ça pour tous les indicateurs, et en particulier pour la marge médiane, je fais la somme des marges et je divise par 4. D'accord ? Alors maintenant, ce que j'ai fait, j'ai introduit le poids dedans. D'accord ? Donc le poids s'intercale entre le blé, le premier blé et le second blé, ce qui fait, et ça c'est le facteur le plus important, ce qu'on verra dans la suite, c'est que le blé de la rotation d'avant devient un blé de poids. Et en fait, c'est ça qui va faire la grosse différence. Donc après pareil, je calcule tous mes indicateurs à l'échelle de la rotation, c'est-à-dire que je fais la somme de l'indicateur pour l'ensemble des cultures et je divise par 5, qui est la longueur de la rotation. Alors, ce qu'on va essayer de faire, d'expliquer maintenant, c'est le résultat qu'on obtient. Le résultat qu'on obtient, c'est qu'on a une marge brute par hectare de 232 € sur la rotation avec poids, alors qu'on n'a qu'une marge brute, une marge semi-nette, pardon, de 175 € avec la rotation sans poids. Donc en gros, ça veut dire qu'en moyenne, l'introduction du poids dans cette rotation-là, ça nous rapporte 57 € à l'hectare. Ce qui est énorme par rapport à les calculs que je faisais d'habitude sur cette question-là. Et alors, on va essayer de venir un petit peu d'où ça vient. C'est par an. C'est par an, ouais. Ah ouais, c'est en marionnette, ouais. C'est pas sur les 50. Ah non, c'est sûr. Ah ouais, bah, vu qu'on fait quand on fait la rotation, c'est par an. D'accord. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décortiquer. On va décortiquer d'où viennent un petit peu ces 57 €. Et en fait, là, c'est simple, ce qu'on peut faire, c'est vous prenez le premier tableau, vous prenez le deuxième tableau et vous calculez la différence et vous essayez de voir ce qui est significatif dans les différences de où ça vient. Et là, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai mis différentes couleurs pour essayer de refléter différents aspects de la chose. D'accord ? Et en fait, quand on regarde le bénéfice principal lié à la rotation, c'est l'effet... C'est en fait l'effet précédent, l'effet du poids en tant que précédent du blé. D'accord ? Et en particulier, ça joue en termes de rendement. Ici, moi, j'ai calculé à partir des références. Un blé sur blé par rapport, enfin un blé sur poids par rapport à un blé sur blé, ça à peu près 8 cathos en plus, donc c'est environ 8 tonnes. À 151 € que j'avais en moyenne dans mes calculs, ben, ça rapporte ici 121 € sur le blé, d'accord, que je divise par 5, donc ça me fait à peu près 24 € d'écart. D'accord, sur l'ensemble de la rotation, parce que là, ça dilue un petit peu l'effet de la rotation. Donc ça, c'est un des plus gros effets, c'est l'effet sur le rendement du blé après le poids. Le deuxième effet le plus important, et c'est un effet qu'on a tendance à négliger, c'est l'effet de ce que, en poids, on ne consomme pas d'engrais. D'accord ? Et ça diminue les charges d'engrais sur l'ensemble de la rotation. Par exemple, par rapport à l'ensemble de la rotation, sur le poids, on utilise 130 € de moins d'engrais, d'accord, ce qui répartit sur l'ensemble de la rotation, ça nous fait 26 € en plus. D'accord. Donc ça fait le gros des 57. Ensuite, dans l'autre effet, alors ça c'est pareil, c'est des trucs que j'ai récupéré des références, c'est l'effet de l'allongement de la rotation et de l'introduction d'une nouvelle espèce sur la maîtrise des adventices, ce qui est évalué à peu près à 15 € par an. Et là, c'est important, c'est sur l'ensemble de la rotation. D'accord ? Pour toutes les cultures de la rotation, on maîtrise les adventices. Et du coup, c'est 15 € sur 4 ans qu'on retrouve en 12 € en moyenne sur l'ensemble de la rotation. D'accord ? Donc ça, c'est les gros effets de ce truc-là. Et un truc qui m'a étonné au départ, parce que quand j'avais fait des calculs, alors ça, c'est sympa d'avoir fait le truc pour ici, c'est que moi, j'avais des calculs sur des données anciennes, et en fait, ce résultat-là, je ne l'avais pas du tout. Ce qui se passe ici, c'est depuis que vu que sur la dernière période, le prix du poids est quand même pas mal par rapport au prix du blé. En gros, le prix du poids a baissé, mais beaucoup moins en proportion que le prix du blé, du colza et tout ça. Ce qui fait que le poids, il devient en marge comparable aux autres grains.
Et du coup, alors que ce qui se passait avant, c'est que si on introduisait du poids, la marge du poids plombait l'ensemble de la rotation, ben là, c'est plus le cas. Vu que le prix du poids a réussi à se maintenir sur ces dernières années, eh ben, il devient en marge comparable. Et ce qui fait que tous les aspects bénéfiques du poids dans la rotation ne sont pas complètement absorbés par la faible marge du poids, en tout cas par rapport à ces dernières années. D'accord. Alors ceci dit, hein, ça reste des calculs théoriques avec des références anciennes et tout ça. Donc c'est peut-être, par contre, c'est peut-être un point à creuser par rapport à cette question. D'accord. C'est bon pour ça. Alors un truc qui m'a étonné quand j'ai refait le calcul, et dit, ah, quand on dit les légumineuses, c'est bien, c'est l'azote et tout ça que ça laisse pour la culture précédente. Et bien quand on recalcule ça à l'échelle d'une rotation, par exemple, ici j'ai pris 30 kg, qui est quand même pas mal, hein, 30 kg d'azote, à peu près 1 euro le kilo en ce moment, et ben ça fait, ça fait 29 euros pour le blé, qui suit le poids. Par contre, si elle est répartie à l'échelle de la rotation, ben, ça fait 6 euros. Le surplus d'azote récupéré par le poids en fait, dans la rotation, en fait, il a un impact assez minime en fait, sur l'intérêt de l'introduction du poids dans la rotation, dans une rotation de type céréalier. Donc ça, il y a un résultat qui m'a étonné au départ. Alors ensuite, on peut regarder, est-ce que c'est des résultats qui sont robustes par rapport à ces questions-là? Eh bien oui, ils sont robustes par rapport au prix des pesticides, que vous augmentiez ou diminuez de 30% le prix des pesticides. L'effet d'introduction du poids, c'est le même. D'accord, ça ne bouge quasiment pas. Est-ce que c'est robuste aux variations des prix des cultures de la rotation? Parce qu'on a vu, hein, les prix des cultures de la rotation évoluaient beaucoup en parallèle. Alors tant que le prix du poids restera quand même assez soutenu par rapport au prix des autres céréales, ça ne bougera pas tant que ça. D'accord, on pourra avoir toujours intérêt à introduire du poids dans la rotation. Si on regarde le prix des engrais, il y a un peu le même effet que le prix des cultures. D'accord. Moi, à vue de nez, j'aurais dit qu'il y avait plus d'effet du prix des engrais, mais non, c'est un effet qui est quand même assez limité. Par contre, l'effet d'introduction du poids peut être très sensible au rendement du poids, mais ça c'est vrai pour toutes les cultures. Hein. Quand on compare des pratiques de production, le rendement c'est toujours un élément de base hein, pour calculer des valeurs. D'accord. Et là, vous voyez, c'est simplement des variations de 5%. Hein. Donc en gros, un écart de 10% sur le rendement du poids, ben, ça fait des écarts de 35 euros hein, sur l'effet d'introduction, sur l'intérêt d'introduction du poids. Et d'où le problème de la phénoménisation par rapport à ces questions. Okay. Alors juste, pour conclure sur cet aspect de rotation, d'accord, il faut faire attention, c'est quand on regarde, on analyse l'effet d'une rotation à l'intérêt économique d'une rotation, en fait, il y a 3 gros effets à regarder. Il y a l'effet des précédents, donc c'est des effets de court terme, c'est ceux qu'on a examinés le plus, hein, avec les surplus d'azote, l'effet sur le rendement et tout ça. Alors après, il y a une question que je me suis toujours posée, c'est je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un effet double compte sur le fait de dire, pour la culture précédente, pour la culture suivante, on a à la fois une augmentation de rendement et un surplus d'azote, mais je me demande dans quelle mesure il n'y a pas des fois un petit peu de double compte. Donc il faudra peut-être que ce soit un petit peu plus clair sur cette question-là. Alors, par contre, parfois ils sont super importants. Quand on voit ici sur le blé, hein, si vous gagnez une tonne de blé à 200 euros la tonne, là, ça vous charge la rotation, sur une rotation de 5 ans, ça vous fait 20 euros en plus. Donc ça, c'est un gros truc. Par contre, des fois, s'il est fait petit sur la culture suivante, eh ben, vu que c'est dilué, ça peut être dilué dans une grosse rotation, ouais, ça peut avoir un effet minime. Par contre, il y a aussi les bénéfices, qui ne sont pas des bénéfices de court terme, qui sont des bénéfices de long terme, liés à l'installation d'une rotation et aux modifications de l'état de l'agroécosystème, qui sont vachement importants. Et par contre, ceux-là sont très peu documentés. On a vraiment des trucs un petit peu... Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu du mal à en trouver. Donc, il y a des trucs beaucoup sur la protection des cultures, que ce soit maîtrise des adventices, baisse des pressions, des maladies et tout ça. C'est un peu ce qu'exploitait en avait, hein. Si on a des rotations longues et tout ça, on fait baisser les problèmes d'adventice et de pression. Alors par contre, ceux-là, ils peuvent être très importants. Ils peuvent être très importants parce qu'en fait, on les a pour toutes les cultures de la rotation. Même si on gagne 15 euros ou 12 euros d'herbicide en moyenne sur une culture, ben, vu qu'on fait ça sur toutes les cultures de la rotation, ben, c'est ça de gagner. D'accord, sur l'ensemble des cultures de la rotation. Et l'autre point important, quand on veut diversifier une rotation, c'est toujours la marge de la culture de diversification. Et avant, le poids, dans mes anciens calculs, le poids c'était une bonne culture de diversification pour les autres cultures de la rotation. Par contre, ça plombait la rotation, d'accord, en termes de rendement économique. Mais vu le prix du poids actuel, peut-être que c'est plus le cas. D'accord, le coût d'opportunité d'introduire du poids dans la rotation, peut-être maintenant, ben, il y a un peu plus. D'accord, il y a
il y a quasiment plus de semaines. Donc voilà, vous avez vu, ouais, cassé. Donc juste pour conclure, par rapport à ces questions-là, attention au prix, regardez les prix. Si les prix sont variables, vous voyez comme le prix des cultures en ce moment il est variable, il n'y a pas de tendance discernable et tout ça, ben, faites les calculs avec tous les niveaux de prix que vous avez constatés sur une période intéressante. Par contre là, ça ne sert à rien de remonter à avant 2006 sur le prix des grandes cultures, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'en fait, le régime, la manière dont fonctionnent les marchés est fondamentalement différente après 2006 et avant 2006, à cause, en particulier, des biocarburants américains. La politique de biocarburants américains a modifié complètement le fonctionnement des marchés des grains. Et il y a aussi le fait que les Chinois soient devenus importateurs nets de grains, et du coup, le régime de prix est complètement différent également. Donc remontez pas avant 2006, ça sert à rien. Pour les engrais, à la limite, vous pouvez le faire, d'accord, parce que les subsidies, ça sert à rien de remonter à non plus. Par contre, pour les autres cultures, en fonction de l'horizon de temps qui vous intéresse, restez là où vous êtes. Donc il faut regarder à la fois les tendances et la variabilité. D'accord. Et c'est pas lié qu'à l'aléa de revenus. S'il y a une tendance, il faut essayer d'en tenir compte et tout ça. Alors, pareil, je vous rappelle que pour caractériser les effets de la variabilité des prix sur la variabilité de revenus des agriculteurs, il n'y a pas de solution miracle. Le mieux, c'est d'essayer de caractériser au mieux la distribution des revenus, sachant que les agriculteurs, ils feront le tri eux-mêmes. Si vous leur présentez une distribution de revenus, ils seront capables, en gros, de dire laquelle ils veulent, par rapport à un certain code. Alors certains, s'ils voient des grosses opportunités de revenus, ils vont aller chercher. Mais s'il y en a, s'ils voient des petites opportunités de perte, ils ne vont pas les prendre. Donc ça dépend. Alors des bons indicateurs pour caractériser une distribution, c'est les moyennes déjà. Et ensuite la probabilité, certains quantiles en tout cas, qui permettent de caractériser la probabilité d'avoir des revenus inférieurs à quelques seuils. Ça donne déjà une bonne idée un petit peu du risque auquel fait face l'agriculteur. L'avantage de la moyenne, c'est que ça pondère toutes les opportunités à la fois de perte et de gain. Et sachant qu'on est quand même assez sensible aux opportunités de perte, le fait de calculer la probabilité d'avoir des pertes en deçà d'un certain seuil, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, un autre truc intéressant, c'est décortiquer les indicateurs, comme on l'a fait pour l'effet d'introduction du poids. Ça peut renseigner énormément, et en particulier de déterminer les forces et les faiblesses de différentes pratiques. Alors ça peut à la fois guider la recherche en disant c'est peut-être sur ces points-là qu'il faudrait chercher un petit peu plus, ou en tout cas c'est peut-être ces points-là qu'il faudrait mieux évaluer, parce que s'il y a une force dans cette pratique-là, c'est sur ce point-là, par exemple sur les effets de long terme de l'allongement et de la diversification des rotations, ça serait bien qu'on ait des chiffres un petit peu plus, déjà un petit peu plus de chiffres et des chiffres plus fréquents. Et de la même manière, si on veut faire adopter des pratiques à des agriculteurs, essayer de proposer des instruments pour faire adopter des pratiques à des agriculteurs, c'est justement à partir de ces analyses-là qu'on peut essayer de proposer des instruments efficaces par rapport à ça. Alors un deuxième truc, je sais pas, j'espère que je vous ai montré que les simulations, faire varier les prix, les rendements et tout ça, regarder ce que ça donne sur les marges, ça peut être super instructif. D'accord, pour voir comment fonctionnent les marges, pour voir à quoi sont sensibles les marges, quels sont les composants importants des marges. Et en plus, c'est super facile à faire. Tous les calculs que je vous ai montrés là, c'est Excel. Puis c'est essentiellement du bon sens, l'économie, le calcul technique et économique, c'est essentiellement du bon sens, c'est pas compliqué. Donc attention, par contre, ce que je vous ai dit, toutes les références, tous les chiffres, il faut les prendre au pied de la lettre, parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup de calculs théoriques. Les références que j'ai utilisées sont anciennes. Et j'ai été obligé d'utiliser celle-là, parce qu'en fait, j'avais tous les éléments du calcul d'une marge semi-nette, pour toutes les cultures, pour des régions données, donc ça c'est pas facile. C'est pas facile à obtenir. Bon, on en a avec des données de portail analytique d'exploitation, mais bon, il n'est pas trop loin des données comme ça. Et en gros, ce que je vous ai montré là, c'était essentiellement dans un but pédagogique. En gros, c'est un cours que je suis en train de préparer pour des étudiants agronomes d'Agrocorp. Merci.